3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, c'est une vidéo à classer dans la playlist Coast to Coast que je vous propose. Vous savez, celle où je prends une question pour la parcourir de long en large. Ouais, on commence à connaître, et tu vas parler de quoi? Bah, il y a quelques jours, Markieff Morris disait que Greg Popovich était le meilleur coach de l'histoire. Et ça m'a intéressé de répondre à cette question. Oh, c'est complexe ça, et comment tu vas t'y prendre? Bah, dans un premier temps, je vais parler de son parcours et de sa méthode. Tout ça, ce sera illustré par des propos de Davis Bertans que j'ai pu rencontrer à New York. Ensuite, j'essaierai d'analyser en quoi Coach Pop est spécial. Et pour finir, en le comparant à d'autres, je vous dirai si, à mon avis, Greg Popovich est le meilleur coach de l'histoire. J'ai l'impression que tu nous prépares un sujet riche là. C'est clair, surtout que Christophe de Basket Info a pu de son côté rencontrer Tony Parker à New York après mon départ. Et forcément, il l'a interrogé sur le sujet. Du coup, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ce que Davis Bertans et Tony Parker ont à dire sur Coach Pop. Né d'un père serbe et d'une mère croate, Greg Popovich grandit dans l'Indiana, l'état où a été créé le basket. Du coup, il baigne dedans très tôt, et vite il devient le capitaine et le meilleur scoreur de l'US Air Force Academy, dont il est sorti diplômé en 1970. Ah ouais, carrément, le mec a fait son université à l'armée. Tout à fait. Quand il ne joue pas au basket, il est formé pour contrôler des satellites espions. Le gars aurait tout à fait pu bosser à la CIA. Mais vu qu'il se débrouille bien avec un ballon, c'est vers le basket qu'il décide de se tourner. Il devient également capitaine de l'équipe nationale de l'armée américaine et passe à 2 doigts de participer aux Jeux Olympiques de 1972. Pop est finalement coupé juste avant le début de la compétition. Peu importe, ça laisse entendre qu'il y a quand même pas mal de potentiel pour la suite en tant que joueur de basket. On pourrait croire, mais va savoir. La déception des JO a-t-elle été trop grande? C'est bien possible. Car l'année suivante, à seulement 24 ans, c'est dans le coaching qu'il se lance. Puis petit à petit, en commençant par l'US Air Force et en gravissant les échelons un par un, c'est à Kansas qu'il devient l'assistant de Larry Brown. Ouais, mais il lui a quand même fallu plusieurs années pour faire ses preuves. C'est quoi son plus gros fait d'armes pour en arriver là? À 30 ans, il prend en main une équipe universitaire catastrophique de Division 3, Pomona Pitzer. 7 ans après, il les mène à leur premier titre national en 68 ans. C'est ensuite qu'il arrive à Kansas en tant que volontaire. Et là, il y lie une amitié très proche avec Larry Brown, jusqu'à le suivre en tant qu'assistant aux Spurs lorsque celui-ci y est nommé en 1988. Il est arrivé aux Spurs il y a plus de 30 ans. Ouais, mais ça ne fut pas sans rebondissement, surtout au début. Quand Brown est viré en 1992, tout le staff prend la porte, y compris Popovich. C'est fou de se dire que les Spurs ont commencé par le virer. C'est donc aux Warriors qu'il obtient une deuxième chance. Mais cette fois-ci, pas en tant que coach, en tant qu'assistant GM. Ah bon, adieu le coaching alors? Bien sûr que non, mais le gars, on en parlera plus tard, a l'œil pour recruter. Et Golden State l'avait déjà très vite compris. Mais à San Antonio, on s'en était aperçu aussi. Et ouais, car seulement un an plus tard, quand les Spurs sont rachetés par Peter Holt, ce dernier fait tout de suite une grosse offre à Pop pour qu'il devienne vice-président des opérations basket. Retour dans le Texas alors. Ouais, c'était écrit, finalement Pop n'a passé que très peu de temps en Californie. Et là aux Spurs, il arrive avec des idées. D'abord, il fait venir Avery Johnson en provenance de Golden State, et on sait quel rôle il aura par la suite. Et ensuite, il décide d'échanger Dennis Rodman contre Will Perdue parce que l'ego du Worm n'est pas du tout compatible avec le caractère militaire de Pop. Ah, faut avoir les burnes quand même pour faire ça. C'est sûr, mais ce qu'il fait ensuite est encore plus couillu. Lors de la saison 1996-1997, San Antonio prend un très mauvais départ. La blessure de David Robinson y est sûrement pour beaucoup. Mais pas de pitié pour Pop, il décide de renvoyer le coach Bob Hill pour prendre lui-même les rênes de l'équipe. Sauf que les blessures s'accumulent et la saison est catastrophique sous le houlette d'un Dominique Wilkins vraiment vieillissant. Les Spurs terminent leur saison à 20 victoires pour 62 défaites. Mais je crois que Pop y pensait déjà à l'année prochaine. Parce que du coup, qui c'est qui obtient le premier tour de draft? Les Spurs, bien sûr. Et qui c'est que Pop choisit lors de la draft 97? Tim Duncan. Voilà. Et tu connais la suite. Après avoir convaincu le natif des îles Vierges de se décaler au poste d'ailier fort, il l'associe à David Robinson pour former les Twin Towers. 1999, premier titre en poche en battant les Knicks en finale. Attends, ils sont passés de 20 victoires en 1997 à champion NBA en 1999? T'as tout compris. Incroyable, hein? Mais Pop ne va pas s'arrêter là. En construisant et reconstruisant son équipe saison après saison, en s'adaptant aux évolutions du jeu et à ses adversaires, en apportant de nouveaux horizons au recrutement, en développant des jeunes comme Tony Parker, Manu Ginobili ou Kawhi Leonard que peu de monde imaginait All-Star un jour, il remporte 4 titres de plus. Le gars a toujours su quel levier enclencher pour tirer le maximum de ses joueurs. Il est un expert du management et a toujours travaillé en prenant des valeurs de respect et d'humilité. Il adapte son discours en fonction de la situation vécue et des besoins de ses joueurs. Davis Bertans s'en parle. He has that temperament, of course, and sometimes, you know, when we're not doing the right things, but at the same time, you know, he can be calm
Alors forcément ça conviendra peut-être pas aux joueurs les plus individualistes, mais ceux qui rentrent dans le moule s'en rappelleront peut-être toute leur carrière. Tony Parker parle de lui comme un deuxième père. Boris Diaw lui donnait des conseils au resto pour l'aider à choisir les meilleurs crus bordelais. Ah ouais, j'ai entendu plusieurs fois que c'était un sacré amateur de pinard. Je crois que c'est ça qui est spécial avec Pop. Il se passionne pour beaucoup de choses, est impliqué dans plusieurs causes caritatives, n'hésite pas à dire que la politique de son pays déconne, peut parler de tout et est capable de partager ses connaissances bien au-delà du basket. Le plus difficile est sûrement de gagner sa confiance. Mais une fois qu'on passe cette barrière, l'expérience a l'air folle. C'est un homme dur mais juste et il a semble-t-il toujours su reconnaître les bons gars. 3 fois élu coach de l'année, il est aussi le 3e coach avec le plus de victoires en carrière derrière Don Nelson et Lenny Wilkens. Au sein de ce top 3, c'est lui qui a le meilleur bilan avec 68,4% de victoires. Vous voulez un fait encore plus impressionnant? Sa longévité en playoff. Lorsqu'il est arrivé à San Antonio en 96 et que la moitié de l'équipe était blessée, ouais, ils ont pas fait les playoffs, tu l'as dit tout à l'heure. Sauf que depuis, il les a plus jamais manqués. 21 participations de suite et il est en course pour les 22 à la fin de cette saison. C'est juste la plus longue série de ce genre de l'histoire de la ligue. Pour Bertans, c'est bien ce record qui le rend si spécial. Coach does consistent and build here over the years. That's the number one thing. Ça commence à en faire des arguments. C'est ça qui est génial avec Pop. En plus d'avoir été l'un des tout premiers à se tourner vers l'étranger pour son recrutement, il s'est aussi déniché des pépites à la draft et a réussi à s'adapter pendant toute sa carrière. C'est pas pour rien une aussi importante longévité en playoff malgré l'évolution du jeu de la NBA. Faut forcément s'adapter. Et alors qu'au départ c'était un coach très défensif, il a montré qu'il n'était pas du tout buté sur sa façon de jouer. Le gars sait se remettre en question. Contrairement à Phil Jackson et son attaque en triangle. Il y a un peu de ça, ouais. Pop, il a su changer ses principes lorsque c'était nécessaire. Il a su de plus en plus se tourner vers l'attaque au fil des saisons, créant de nouveaux systèmes prônant une très bonne circulation de balles. Regardez les images du titre en 2014 et les mouvements du ballon des Spurs. Tu peux pas dire que c'est qu'une équipe défensive. Pareil pour le shoot à 3 points, Pop a toujours affirmé détester ça. Et pourtant, avec des gars comme Patty Mills, Danny Green ou Manu Ginobili, le shoot extérieur a été l'une des clés de ce même titre. C'est la marque des très grands coachs d'avoir les capacités pour s'adapter constamment. Et c'est donc ça qui lui a permis de s'imposer dans des ères complètement différentes. Clairement, le seul qui a autant d'écart d'années entre son premier et son dernier titre, c'est Pat Riley. Mais lui, il est passé par les Lakers, les Knicks, le Heat et a passé plus de 3 ans sans coacher pendant cette période. Certains coachs inculquent leurs principes à leurs joueurs et n'en bougent jamais. D'autres construisent leurs principes selon leur effectif et la physionomie de la ligue. Et Pop fait partie de cela. Un autre exemple encore qui le rend unique, il y en a tellement. Lui, par exemple, il n'a jamais hésité à changer de leader lorsqu'il a estimé que le temps était venu. David Robinson, Tim Duncan, Tony Parker, Kawhi Leonard, tous ont eu pendant au moins une période les clés du camion lorsque leur aîné montrait des signes de vieillesse. Ouais, jamais facile de changer de leader et de faire en sorte que ça passe crème auprès des autres joueurs. C'est ça, mais à chaque fois, Pop fait des choix justes, argumentés et tranchés. Et toujours, ils sont acceptés. Autre point que j'aimerais aborder encore, sa capacité à tirer le meilleur de certains joueurs qu'on n'attend pas du tout. Prends des gars comme Gary Neal, Malik Rose, Dejounte Blair, Matt Bonner, et j'en oublie plein. Tous ont eu de gros rôles à San Antonio et n'ont jamais fait aussi bien ailleurs. Pas facile de sortir du Spurs basketball. Pareil, tu prends un gars comme Danny Green. Lors de sa saison rookie à Cleveland, le mec est complètement inutilisé et finit par être coupé. Et coach Pop, lui, va le tirer au fin fond de la D-League. Il arrive à sublimer Green et avec son profil de 3&D, il devient un maillon essentiel du 5 majeur des Spurs. Bon, là tu me parles d'un coach proche de ses joueurs, qui va en playoff chaque année depuis plus de 20 ans, qui sait tirer le meilleur de chacun, qui s'adapte à l'évolution du jeu de la NBA, qui n'hésite pas à faire des choix tranchés. Il y a encore beaucoup de choses de ouf comme ça. Tellement le gars a un charisme fou et ses interviews sont souvent mythiques. J'étais là au Madison Square Garden quand il a commencé à se mettre des claques pour s'auto-flageller après une très mauvaise performance face aux Knicks. So what would you like me to do? Would you like me to slit my throat or No, like what was pathetic beat about it? myself up or something like that? Franchement, quand t'es journaliste, t'as intérêt à être très sûr de toi quand tu lui poses une question. Et il y en a beaucoup qui en ont fait les frais. Cette aura impose forcément un respect total de la part de tous ceux qui l'entourent. Et puis c'est un gars qui a beaucoup d'humour. Un humour cynique. Même ses joueurs savent pas quand il faut rire. He likes to joke Yeah. very often. Okay. Act like it's not a joke and try to be serious, and then sometimes you can't really understand whether he was joking or not. Okay, yeah. So you don't know if you should laugh or not. Ah ouais, pas facile à cerner le gars. C'est sûr, mais il a l'air d'avoir un fond très bienveillant et c'est une qualité incroyable pour un coach. Et puis regarde toute la relève. Steve Kerr, Mike Budenholzer, Brett Brown, Mike D'Antoni, Quinn Snyder, tous sont des disciples de Popovich et tous ont du succès cette saison. Et là je te parle que des coachs et encore pas de tous parce qu'il y a un paquet de GM aussi. À Minnesota, à OKC, à Orlando, à Utah, aucun d'eux ne cache qu'il s'inspire de la méthode Pop. Rien que ça montre à quel point son influence est énorme auprès des gens qu'il côtoie. En fait, je crois que je pourrais passer des heures à trouver des arguments qui montrent qu'il est l'un des meilleurs coachs de l'histoire. Et là encore, Davis Bertans valide. One of the best for sure. You know, I haven't had a chance to
We've had so many coaches in the world that are great top level coaches. And, you know, I can't say if he's the best, but one of for sure. Sauf que ta question du jour, c'est pas de savoir s'il est l'un des meilleurs, ça on le sait, mais est-ce qu'il est le meilleur? Ouais, il va falloir se mouiller, j'avoue, c'est pas simple. En y réfléchissant un peu, j'ai un top 5 qui se dégage clairement. Chuck Daly, Red Auerbach, Pat Riley, Phil Jackson et bien sûr Greg Popovich. Ça en fait des bagues, ça. C'est clair, 32 au total et seulement 5 pour Popovich. Mais je pense qu'on doit pas prendre que ça en compte. Parce que pour moi, parmi les 5, personne ne mixe d'aussi bonne qualité de recruteur et de développeur de potentiel. Mais après, chacun d'eux a des arguments et certains sont très lourds. Surtout Phil Jackson, vous allez me dire. Ouais, et Red Auerbach, 8 titres consécutifs et 9 en tout. Bien sûr, c'est énorme, il est tout près d'eux, mais je le mets juste un peu en dessous. Peut-être que le fait que je ne l'ai jamais connu de mon vivant pèse un peu dans la balance. Pop et Jackson, j'ai vécu quasiment toute leur carrière en direct. Et puis dans les années 60 d'Auerbach, les Celtics semblaient tellement dominants autour du duo Bill Russell-Bob Cousy. Il paraît qu'Elgin Baylor en fait encore des cauchemars. Ils étaient tout simplement trop forts pour les autres. J'ai l'impression que Jackson et Popovich ont subi plus d'adversité dans leurs époques. Et surtout sur la durée. Beaucoup plus difficile de tenir sur les années dans ces conditions. Alors maintenant, on va essayer de remettre les choses à leur place entre Popovich et Jackson. Le Zen Master a 11 bagues et nul doute qu'il faut avoir le cœur bien accroché pour gérer les égos de superstars comme Jordan, Kobe ou Shaq. Et pourquoi ça fonctionne avec Phil Jackson? Car lui-même a encore plus d'ego que tous ses joueurs. S'il accepte de coacher une équipe, c'est qu'il sait au fond de lui qu'elle peut être championne. Quand on lui donne une machine de guerre, il est le meilleur pilote possible aux commandes. Avec Phil Jackson, on prend un hit qui fait déjà le buzz et on tire toutes les ficelles pour qu'il devienne numéro 1 des charts et qu'il y reste. Et dans le discours, on dit que s'il est number 1, c'est pas par hasard. C'est parce que ce hit, il est joué et orchestré par des virtuoses. Bien sûr, il y a de l'ego là-dedans, mais c'est pas totalement faux non plus. Ah c'est sûr, c'est un artiste lui aussi dans sa façon de faire, Phil Jackson. C'est juste que l'art du Zen Master et celui de Popovich sont pour moi aux antipodes. Avec Pop, pas de star system, pas de buzz, pas de hit. Il gère ses hommes et fait passer constamment les bienfaits du collectif avant ceux de l'individu. Et puis lui, il est capable de ramasser ce qui s'apparente à un simple gravier et d'en faire un vrai diamant. Et est-ce qu'il est capable de transformer l'eau en grand cru bordelais? Il inculque à tous ses joueurs le Spurs basketball. Tout le monde est responsabilisé, sur le terrain bien sûr, mais aussi dans les vestiaires. Aucune crise d'ego n'est autorisée, c'est lui le chef. Si tu rentres pas dans le moule, tu joues pas. À San Antonio, on sait gagner, mais aussi on sait perdre. Et toujours on reste humble. Et force est de constater que quand il faut choisir entre Phil Jackson et Greg Popovich, c'est un peu choisir entre le feu et la glace. Et là, touché par les extrêmes, j'ai trouvé ma place. Quand Duncan, Ginobili et Parker sont partis de San Antonio, Pop n'a pas quitté le navire. Phil Jackson, lui, en 1998, lorsqu'il a senti le vent tourner à Chicago, il a directement rejoint les Lakers de Kobe et Shaq qui sortaient d'une saison à 61 victoires. Comme tu le dis, ils sont difficiles à comparer parce que c'est deux façons de voir les choses totalement différentes. C'est ça, mais j'apprécie que Pop n'ait jamais déserté même quand il y a eu des conditions difficiles. Il a toujours privilégié l'évolution et l'adaptation avec un succès constant. Alors je sens que ça va déplaire à certains et que je vais me faire fumer dans les commentaires. Surtout que j'ai absolument rien contre Phil Jackson. Mais honnêtement, je préfère récompenser l'humilité à l'ego. C'est peut-être une vision très personnelle des choses, mais avouez que depuis cette vidéo, j'en ai donné des éléments qui montrent que Popovich est légendaire. Je pense que personne n'a laissé un tel héritage au moment de son départ. Et c'est donc pour tout ça que j'ai pas honte d'affirmer que pour moi, Greg Popovich est à ce jour le meilleur coach de l'histoire de la NBA. Voilà pour ce qui est de Greg Popovich, voilà pour ce qui est de ce 7ème Coast to Coast. Et puis notons qu'en prenant la relève de Mike Krzyzewski avec Team USA, Pop a encore de quoi améliorer sa légende. On termine en tout cas avec quelques mots de Tony Parker. Un grand merci à Christophe qui a interrogé Tipeee exprès pour alimenter ce sujet. Pourquoi il est si spécial, Coach Pop? Ouais. Wow, t'es sérieux là avec la question là? C'est une longue liste. C'est une longue liste. Il y a tellement de choses. Tu retiens, il y a tellement de choses. Je peux pas te répondre comme ça juste à un match. Il faudrait qu'on fasse une interview de 20-25 minutes pour t'expliquer de Pop parce qu'il y a tellement de choses qu'il fait bien. C'est un des meilleurs coachs de l'histoire. Ça a le mérite d'être clair, non? Il y a trop de choses à dire sur Pop et je pense qu'on a essayé d'en brosser pas mal. Bah, avant de vous laisser, comme d'habitude, c'est l'heure de votre rubrique. Et aujourd'hui, comme promis, je tire au sort la question d'un abonné dans le chapeau et j'essaye d'y répondre en moins de 24 secondes. C'est une question de Maxime René qui remporte le tirage. Tu me demandes ce que je pense de la saison de Nicolas Batum. Chronomètre. En fait, je pense que Nico a d'abord souffert du fait que James Borrego ne savait pas vraiment l'utiliser en début de saison en attaque. C'est ouf de se dire qu'il faisait partie des joueurs les moins utilisés de la ligue sur les possessions offensives quand on rationalise cette stat avec le temps de jeu. Aucun système n'était fait pour lui et on le sait, c'est pas dans la nature de Batum de forcer. Alors je pense vraiment que son début de saison timide vient de là. La preuve depuis le All-Star Break. Il a été décalé au poste 2, bénéficie de plus de systèmes et tourne à 14 points par match contre seulement 9 avant. Alors rassure-toi, je pense pas que son
son niveau ait chuté. Juste que jusque-là, il était mal utilisé. Si comme Maxime, vous avez des questions à me poser, postez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de les mettre dans le chapeau pour y répondre comme je l'ai fait aujourd'hui. Et franchement, lâchez-vous, la liste est déjà longue et il y a plein de trucs intéressants. J'adore. J'ai vu qu'il y avait des abonnés qui en avaient posté plusieurs d'ailleurs. Vous avez raison, ça multiplie vos chances car je garde les questions des anciennes vidéos qui sont encore en rapport avec l'actualité. Puis restez pas loin parce que dans la prochaine vidéo, je vous promets des images d'Evan Fournier que j'ai pu rapidement interviewer au Madison Square Garden. Pour ne pas la manquer, comme le dit Théo Malédon. Abonnez-vous à la chaîne 6ème Homme. Et activez la cloche pour avoir les notifications. Pour le reste de l'actu, c'est sur Basket Info. Vous pourrez y trouver une incroyable interview de Tony Parker dans une version longue inédite au micro d'Antoine Bancharel à New York. On lui passe le bonjour d'ailleurs et met le lien dans la description. Yep. Et puis évidemment, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous continuiez à me mettre des petits pouces bleus pour soutenir votre rubrique et promouvoir la chaîne. A très vite. Lucas, dale club de